Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de Cramponné, le podcast 11e art dédié au football féminin. Dans ce nouveau format, nous tâchons de donner la parole à des actrices du monde du football. Et pour cette première émission, nous sommes très heureux de recevoir Marie-Christine Terroni. Tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous, Marie-Christine. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous. Alors Marie-Christine, donc vous êtes présidente de la section féminine du Paris FC. C'est pour ça qu'on vous rencontre aujourd'hui. Et puis, vous travaillez aussi auprès de la Fédération française de football en tant que membre exécutif, en tant que membre du bureau exécutif de la Ligue de football amateur. Avant de rentrer un petit peu dans les détails de ce que vous faites au Paris FC, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent concrètement vos actions à la FFF ? Eh bien, je suis donc membre du bureau exécutif de la Ligue du football amateur. J'ai 4 commissions. La commission, donc je préside en tant qu'élu la commission des compétitions féminines, la commission des compétitions jeunes, donc qui va au niveau des garçons, la commission de la structuration, donc tout ce qui a rapport avec la licence club. Et puis, j'ai en charge depuis cette année directement avec le CODIR et Jean-Michel Aulas, la commission de haut niveau féminin, voilà, pour le développement du foot féminin. Okay, ça tombe bien, c'était un des sujets qu'on voulait aborder un petit peu dans cette émission. Voilà. Donc, vous tombez bien, voilà. Voilà. Et du coup, comment ça se répartit concrètement par rapport à votre poste au Paris FC en termes du coup, de temps, combien de temps vous y consacrez ? Il faut savoir que dans les deux, je suis bénévole. Voilà. Okay. Je suis rentrée au Paris FC par le biais de la fusion du club de Juvisy et j'ai gardé mon poste de présidente. Quand on est élu à la fédération, on est aussi bénévole. Voilà. Mais tout simplement. Donc voilà. Donc je suis chef d'entreprise en parallèle. Ok. Et justement, vous venez de l'aborder, la transition est toute trouvée sur la fusion entre le Paris FC et Juvisy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? Donc c'était en 2017, c'est ça ? 2017. Écoutez, tout simplement, le club de Juvisy était à bout d'un projet. Parce qu'il fallait, en fait, quand on est président et que la passion est débordante, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir son temps pour travailler dans son entreprise ou son temps de famille, voilà, je me suis aperçu qu'il fallait qu'on passe un cap. Et ce cap, j'ai été voir le président Noël Le Graët, et puis parce que je suis élue à la Fédé, donc j'ai eu cette chance de l'appeler, puis de lui dire je voudrais vous parler président, je voudrais vous évoquer un petit peu mon inquiétude pour la suite de Juvisy, parce que aujourd'hui, le club de Juvisy est un club qui a beaucoup d'international, qui avait un budget conséquent, et il fallait aussi trouver un peu plus de professionnalisme et puis avoir une mutualisation, voilà, et un club, voilà, pour trouver une solution. Je lui ai dit que c'était plus faisable comme ça. Donc, il m'a dit, si ça t'intéresse, je peux te présenter Pierre Ferracci. Je lui ai dit, écoutez, oui. Je connaissais de nom, mais sans plus, quoi. Donc, on s'est rencontrés dans le bureau de Noël Le Graët et puis, voilà, tout de suite, le courant est passé, les valeurs sont passées. Ça n'a pas duré très longtemps et on a monté ensemble le projet de fusion avec plusieurs étapes. Et donc, à mon comité directeur de Juvisy, je leur ai dit, écoutez, il y a 3 solutions. La première, c'est si vous avez un projet pour la suite, parce que pour moi, ça ne sera plus possible de continuer comme ça. C'était au détriment de mon travail et puis du reste. Là, donc, il n'y avait pas de projet. Le deuxième, c'était de monter une fusion avec le Paris FC. Et puis, le troisième, c'était quelqu'un prenne ma place, quoi, donc, en tant que présidente. Donc, l'ancien président qui a disparu aujourd'hui, qui était Daniel Fusier, qui a été un président emblématique du club de Juvisy, a dit tout simplement, on n'a pas fait tout ça pour rien, donc il faut y aller, quoi. Voilà. Donc, on a monté la fusion, voilà, qui a pris plus d'1 an. Ok. Et moi, j'ai juste une question qui me vient du coup comme ça, parce que c'est vrai que comme je vous le disais tout à l'heure, on est très porté sur, par exemple, on a un format sur les questions des supporters. Comment ça a été accueilli par
par le club de Juvisy à l'époque? Est-ce que c'est quelque chose qui a été accepté de manière complètement naturelle ou est-ce qu'il y a eu des manifestations pour revenir sur cette décision? Alors, manifestation, non, parce que on l'a bien cadré avec tout le monde et tout le monde l'a bien compris. Mais il a fallu faire beaucoup de réunions entre les salariés, les joueuses, les bénévoles, les éducateurs. Voilà, on a bien fait distinct toutes les réunions pour leur expliquer le projet, parce qu'il fallait expliquer le projet quand même, et qu'on n'allait pas au Paris FC pour rien. On allait vraiment pour un projet de continuité pour le club. Il le fallait. Donc, non, il n'y a pas eu de manifestation. La partie la plus difficile a été la partie politique territoriale. Ça, à laquelle on a encore des difficultés parce que quand on fait partie d'un territoire et on devient quelque part parisien et non plus essonien, malheureusement, euh, c'est bien dommage parce que c'était quand même un territoire proche et c'est difficile, c'est le plus difficile. La partie politique, c'est la partie la plus difficile parce que Juvisy avait les subventions à l'époque. Voilà. Justement, à l'époque, le club n'était pas encore professionnel, c'est ça? Je- Non, mais le football féminin Ouais, je a du sais, mal à passer professionnel. je sais. Donc, il avait du mal à aller de ce côté-là. Et on avait le budget était fondé sur les aides départementaux, les aides Hmm. de mairie, les aides. Voilà, il y avait beaucoup de gros travail de montage de subventions qui étaient faites pour justement, même si on avait des partenaires. Voilà, donc c'était un équilibre difficile. Et du coup, cette fusion, ça a permis justement de passer à un niveau professionnel. Tout à fait. Euh, Et donc, les filles concrètement, concrètement, ça fait une fusion-absorption. Hein. Hmm. Donc, le club du Paris FC a absorbé Juvisy. C'était difficile pour les couleurs aussi, mais Pierre Hmm. Ferracci a bien voulu qu'on prenne le blanc. À l'époque, ils avaient le noir. Enfin, voilà, on a essayé de trouver un petit peu la place pour que chacun retrouve un petit peu ses repères, quoi, parce que c'était important pour beaucoup de monde. Après, l'histoire, elle a été écrite quand même. Hein, donc, voilà, donc pour les installations et avoir une vraie mutualisation, par exemple, sur le juridique, hein, quand on a des contrats fédéraux, par exemple, pour les joueuses. Voilà, c'est toute cette partie-là qui a été mise en place et l'installation à Orly des garçons de la Ligue 2 et de la D1 féminine avec un investissement, on va dire, unique en France où toute la partie professionnelle est au même endroit. Voilà, donc on peut dire qu'aujourd'hui, on est fiers de faire visiter les installations. Ok. Et du coup, enfin, vous l'avez commencé à l'évoquer un petit peu plus concrètement, mais du coup, comment ça se passe désormais, par exemple, sur les contrats de joueuses? Est-ce qu'elles ont toutes des contrats professionnels? Est-ce qu'elles ont encore des contrats fédéraux? Est-ce que vous avez accès à de nouvelles choses que vous n'aviez pas accès avec le club de Juvisy avant? Autre que le centre d'entraînement, je veux dire. Oui, bien sûr, toute la partie effectivement des contrats, on en avait très peu à l'époque parce que c'était aussi difficile d'en avoir. Maintenant, c'est un petit peu plus facile et puis ça, on va dire que ça aborde un petit peu plus l'aspect tout simplement du salarié, hein, puisque ça devient des salariés. Donc, dans le football féminin, ce ne sont que des contrats fédéraux. Alors, on peut avoir un contrat supplémentaire, mais les filles, peu importe les clubs, ce sont que des contrats fédéraux, ce qui a été le cas. Hein. On était à l'époque, je crois, avant de fusionner, on était à 6, 7 contrats, parce que c'était déjà beaucoup pour nous. Et puis là, on doit être à une vingtaine de contrats, tout en gardant quand même les valeurs du double projet, hein, que les filles ont gardé, à laquelle on tient et que le président tient aussi. Ok. Et du coup, comment fonctionne d'un point de vue économique la section féminine? Est-ce que vous arrivez à développer des partenariats avec des entreprises, est-ce que justement la professionnalisation a permis d'attirer de nouveaux partenaires et de stabiliser un petit peu le projet financièrement? Oui, ça a permis aussi au club, je pense, du Paris FC d'avoir un côté féminin de haut niveau, et ce qui aujourd'hui permet d'être plus vendeur aussi, hein, puisque c'est un panel plus important. Le côté féminin intrigue toujours un petit peu, et puis les partenaires qui sont les partenaires actuels sont là souvent, comme à Aesio par exemple, ils viennent au match, ils sont contents de venir, de voir du football féminin. Donc,
Non, non, c'est justement, ça donne une ampleur plus importante et la partie commerciale aussi. Donc, cette marque de fabrique du Paris FC bah, s'élargit sur la formation, sur la Ligue 2, sur le côté féminin. Donc, non, non, je pense que bon, ça ne se vend pas aussi bien que la Ligue 2, mais voilà, les gens sont contents aussi d'avoir une image qui est retransmise au niveau de la télé, au niveau des médias et qui se développe. Donc, c'est plutôt de bon augure. Euh, Depuis que vous êtes remonté, vous arrivez à vous stabiliser plutôt haut dans le classement de la dernière Arkema. Là, vous êtes troisième aujourd'hui derrière Lyon et le PSG. Quels sont les objectifs à terme? C'est de réussir à aller concurrencer ces deux clubs-là? Alors, à terme, ça va être compliqué financièrement parce que ce sont des Ouais, clubs je sais. qui, là, tapent très, très fort. Par contre, vous savez, ça reste que du football, hein, donc sur un match, tout est faisable. Dire qu'on ne veut pas concurrencer, ça ne serait pas logique dans, dans l'envie d'avoir et de gagner, hein, puisque on joue au foot pour ça, hein, c'est pour avoir des victoires et gagner des matchs. Pour l'instant, on y va match par match. Voilà, on va aller à Guingamp. Nous, ce qu'on essaie de viser, c'est d'être sur les 3 premiers pour faire partie de la Champions League. Ben, si demain on peut taper Lyon ou PSG, on va être contente, hein. Donc le but, voilà, c'est toujours de faire un très bon match. C'est toujours important de jouer contre des grosses équipes. Ça apporte quelque chose de différent. C'est un peu une locomotive. Et puis voilà, ça fait un beau match de foot aussi. Donc si on peut le gagner, pourquoi pas? Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous considérez plutôt ces clubs comme des locomotives ou vraiment comme des concurrents un petit peu inaccessibles? On se pose pas mal la question déjà dans le foot masculin avec le PSG. Est-ce que le PSG tire la Ligue 1 vers le haut ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est juste une étoile, une comète dans le championnat? Bah, c'est-à-dire ils ont de très belles équipes, que ce soit Lyon ou PSG, c'est deux très belles équipes. Après, euh, nous, on sait très bien que c'est difficile de jouer contre des équipes de cette qualité-là qui sont européennes, hein, puisque c'est quand même, Mm. c'est pour ça qu'elles sont aussi, il ne faut pas l'oublier. Nous avons à l'intérieur des joueuses mondialement reconnues. Ils ont des moyens complètement différents des nôtres. Maintenant, quand je vous parlais de double projet, eux, ils n'ont pas de double projet, hein. Elles sont, on va dire, professionnelles euh, voilà, jusqu'au bout des ongles. Donc, nous, on enlève dans notre tête le fait de battre enfin, de jouer contre des équipes qui aujourd'hui sont intouchables. On se dit que tout est faisable dans le football. Euh, on est arrivé très très proche de battre Lyon chez nous. C'était pas loin. Maintenant, voilà, il faut avoir au bon moment les bonnes armes. Non, on aime bien jouer aussi contre le PSG parce que ce sont des équipes qui font un très bon jeu. Euh, et puis toutes les joueuses ont envie de jouer ces matchs-là. Donc c'est des matchs très intéressants. Donc non, non, on peut penser que ce sont des locomotives parce que ben il faut dans un championnat avoir des équipes de tête et se dire que demain, si ces équipes jouent dans des grands stades, dans des beaux stades, ça va faire une bonne publicité pour notre championnat. Donc on essaye de les prendre à leur niveau et de se dire que pour nous, si un jour on arrive à, à les battre, voilà, ça veut dire qu'on s'approche aussi du côté européen, pourquoi pas? Ok, super. Il y a un sujet qu'on a commencé à évoquer un petit peu, c'est justement avec cette commission que vous dirigez avec Jean-Michel Aulas, c'est la professionnalisation du football féminin. Donc, on l'a évoqué aujourd'hui, tous les clubs de première division ne sont pas encore professionnels, donc c'est un vrai enjeu. Euh, Justement, cette commission de professionnalisation du foot féminin que vous dirigez, quels sont ses objectifs et comment est-ce que vous essayez de travailler avec Jean-Michel Aulas et toute l'équipe? La première chose, c'était de faire un bilan et de se dire que le football féminin en France ne doit plus prendre de retard par rapport au football européen. On voit l'Espagne, on voit l'Angleterre avec
par exemple, ou l'Italie, avec des fonds importants des médias. Donc, pour éviter que notre championnat ne soit plus attractif, il faut absolument le prendre en main et l'apporter en devant de scène en France pour ne pas perdre toute la formation française, car elle est très très bonne, cette formation française, peu importe les équipes qui sont dans ce championnat. Aujourd'hui, le championnat de France a besoin de se structurer à tous les niveaux. La priorité, c'est de préserver notre formation française. Cette formation française, elle doit avoir des structurations pour accueillir ces jeunes joueuses et on doit continuer à former dans l'élite pour notre championnat. Donc, il faut les sécuriser. Trouver ce qu'on a fait aussi chez les garçons, qui était une belle image de la formation française. Hein. Donc, on a des contrats de jeunes, voilà. Mais pour avoir des contrats de jeunes, il faut un outil favorable, c'est-à-dire des outils de terrain, d'infrastructure et de moyens financiers. Pour avoir des moyens financiers, on ne peut pas, et vous le savez, le football français aujourd'hui, par le biais de Mediapro, a beaucoup été touché. Donc, on ne peut pas demander toujours à des clubs professionnels d'investir sur le football féminin s'ils n'ont pas le retour. Donc, pour avoir le retour, il faut que les médias, comme vous, ont envie de parler du football féminin, d'avoir une belle image de ce championnat. Et pour avoir une belle image de ce championnat, eh ben, il faut que tous les clubs y mettent du sien aussi également pour qu'on puisse demain avoir visuellement au niveau de la télé que Canal ait envie de retransmettre ces matchs de foot, que ce soit peu importe les équipes, mais il faut du monde dans les stades, il faut une vraie valorisation de ce football. Donc on a aujourd'hui mis en place ce bilan et créé cette commission de haut niveau à laquelle des familles, ce qu'on appelle les familles du football, hein, l'UNICATEF, Foot-Uni, enfin voilà, des présidents de clubs qui travaillent avec la Fédération française de football pour trouver tout simplement pour qu'on puisse partir au feu vert, que ce soit dans la licence club. Alors, ce qu'on appelle la licence club, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu délicat pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le foot, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des critères incontournables pour que chaque club se dise il faut la formation de tel niveau, des terrains de tel niveau, des vestiaires de tel niveau, pour que ces jeunes puissent tout simplement intégrer les clubs. Voilà. En France, nous avons 8 à 9 pôles espoirs, Tours, Liévin, Rhône-Alpes, enfin bon voilà, et il y a le pôle France à Clairefontaine. Mais il faut que les clubs aujourd'hui puissent avoir leur pôle pour qu'ils puissent justement travailler. Mais la fédération est en train de regarder quels sont les clubs qui peuvent aujourd'hui être structurés pour accueillir ces jeunes joueuses. Alors, c'est un petit peu complexe à expliquer comme ça, mais ça veut sous-entendre que demain, on a aussi le statut de la joueuse à mettre en place. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur des contrats fédéraux. Demain, il faudra peut-être des contrats de jeunes. Il faudra plus de contrats fédéraux. Il faut des critères incontournables dans tous les diamètres du foot féminin pour qu'on puisse demain être à l'échelle européenne, retrouver une place non pas qu'on l'ait perdu, mais justement montrer que la France continue à travailler pour peut-être justement mettre demain à l'équipe de France des jeunes joueuses et des potentiels talents. Donc il faut que chaque équipe puisse avoir une belle structuration. Donc, cette commission de haut niveau, elle va se détailler après l'avoir créée à l'Assemblée fédérale en 3 sous-commissions. La commission de la structuration, la commission des compétitions, puisqu'il faut aussi ce qu'on appelle réformer ces compétitions, mais on ne réforme pas une compétition comme ça. C'est ce qu'on appelle une pyramide des compétitions, elle va jusqu'à l'élite, jusqu'en bas, jusqu'aux jeunes joueuses. Donc voilà, et puis il y a l'aspect aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect économique, parce qu'aujourd'hui, la fédération peut emmener le football féminin, mais pour le vendre, il faut que ça soit attrayant pour tout le monde, que ce soit pour eux, pour nous. Voilà, donc il faut qu'on arrive
à faire avancer dans tous les fronts. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner Jean-Michel Aulas dans ce football, qu'il connaît bien puisqu'il est président d'un grand club, voilà, donc il est élu au COMEX. Donc on travaille justement tous ensemble avec tous les clubs qui peuvent aujourd'hui et vont être appelés pour travailler, qui se rendent compte que demain, il faut des belles affiches et il faut aussi ne pas mettre les clubs dans le rouge. C'est-à-dire que on ne peut pas dire à un club de jouer dans du haut niveau s'il ne peut pas y arriver. Voilà. Mais le football, il ne faut pas qu'on oublie, ça reste quand même une passion. Et le football, il faut que chacun y trouve sa place. Donc, si ce n'est pas l'élite, ça peut être peut-être du loisir, ça peut être différent, mais il faut faire des audits et puis demander à la DTN de continuer à travailler pour que ce football continue à grandir et qu'on puisse demain rivaliser les clubs européens. Est-ce que le PFC fait partie de ces clubs justement dont vous parliez, euh, ces pôles de formation de foot féminin? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a aussi une étape, hein, comme je vous disais dès le départ, le Paris FC et Sandrine Soubeyran, son entraîneur, fait rentrer, on a 11 jeunes joueuses qui aujourd'hui sont internationales, mais qui sont dans les pôles France, Tours, Liévin, ou ainsi de suite. Donc, il faudrait qu'on puisse les avoir chez nous. Mais pour ça, il faut les accueillir. Donc, on est en train de travailler sur un projet justement pour qu'on puisse euh, mieux se structurer, avoir voilà, pour qu'on, d'ici 2 ans, 3 ans, on puisse continuer à avoir une vraie formation parce que c'est difficile de prendre que des joueuses étrangères. Il en faut parce que ça vous ouvre la culture et on en a besoin. Mais la vraie formation française, elle existe réellement. Donc, il faut qu'on continue à la travailler et surtout à mettre en place ce football. Donc oui, on est en train d'écrire un projet qui est en train de se mettre en place pour ces jeunes joueuses. Voilà, mais il faut nous laisser le temps de l'écrire et puis c'est un budget. Hein. Donc quand on a un club qui joue aussi la montée en Ligue 1, on ne peut pas toujours demander, il faut aussi être vendeur. Du coup, concrètement, ça se passe comment? Parce que je sais qu'aujourd'hui, un des grands sujets de la formation du foot féminin, c'est qu'il n'y a pas de statut de centre de formation. Du coup, comment est-ce que vous fonctionnez? Vous faites des détections et ensuite, comment ça se passe pour les jeunes filles? Alors, actuellement, on a quand même un, un centre au niveau des jeunes à Brétigny où il y a de l'hébergement. Mais c'est 23 ou 24 joueuses qui sont hébergées, qui s'entraînent au niveau scolaire aussi également. Le pourcentage de ces jeunes joueuses n'est pas assez bénéfique pour qu'elles puissent jouer en D1 parce que les meilleures jeunes joueuses sont dans les pôles France. Voilà. Donc, il faut qu'on équilibre ceci et qu'on regarde un petit peu justement le bilan. Il a fallu faire un bilan. Donc, on va continuer à travailler pour basculer un petit peu comme le centre de formation garçon. Donc l'idée, c'est ça. Donc, on en est à monter le projet aujourd'hui. La priorité, c'est l'infrastructure, travailler pour qu'elle puisse être mieux accueillie comme l'élite, la partie scolaire, l'hébergement, différent et surtout se rapprocher du centre de formation pour que Sandrine, aujourd'hui, puisse les regarder plus facilement et les faire monter plus facilement en élite, quoi. Voilà. D'accord, oui. Il y a encore évidemment énormément de boulot, je suppose, à Il y a faire. toujours du travail dans le foot féminin. Je me doute bien. Euh, c'est important. Ouais. Mais c'est comme dans tous les clubs, hein, il faut avancer aussi avec son temps. Et aujourd'hui, la fédération a donné le déclic justement au niveau des ministères. On a eu l'accord du ministère. Donc là, il y a une audite qui est en train de se préparer dans les clubs pour voir qui peut accueillir des pôles en interne. Voilà. Parce qu'il faut de la place aussi. Hein. Ah, ouais, bah, je me doute bien, ouais. Et du coup, vous disiez que cette commission avait aussi enfin, se découpait sous trois formes et que dans ces trois formes, il y avait aussi tout l'aspect économique. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails sur comment est-ce que vous essayez d'améliorer? Alors, est-ce que ça se fait juste au niveau
juste au niveau des pôles ou est-ce que ça se fait aussi d'un point de vue plus large sur l'économie par exemple, de la Les, première les- division? les trois commissions qui sont créées, c'est les compétitions, la structuration et la protection de la joueuse, c'est-à-dire que l'aspect juridique, comme vous l'avez dit dès le départ. Voilà ces trois commissions. Après, je vous parlais de financement parce qu'aujourd'hui, euh, euh, il faut, pour créer des centres de formation, il faut qu'ils soient agréés. Pour être agréé, il faut du financement et il faut du financement club et il faut aussi des aides fédérales. Mais pour emmener des aides fédérales, il faut aussi qu'on soit vendeur de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous ne pouvez pas mettre des matchs télévisés avec 100 spectateurs, des trucs qui ne tiennent pas la route. Canal, à un moment donné, c'est plus possible, quoi. Voilà. Donc, pour ça, bah, il faut qu'on monte tous d'un volume. C'est l'idée. Voilà. Pour l'aspect juridique, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a les ANS qui ne sont pas mis en place, on a les contrats, vous en parliez tout à l'heure. Il y a vraiment une bascule entre le football amateur, qui est donc le championnat actuel, au football professionnel. Mais tout est lié parce que si vous réformez les compétitions, il faut savoir aussi comment vous les réformer sans détruire ce qui est fait aujourd'hui. Parce qu'il faut que tout le monde puisse, on ne va pas se retrouver avec un championnat avec 4 équipes, c'est pas possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Exemple. Mm. Bête, mais un exemple. Et justement, ces réformes de compétition, est-ce que vous avez comment dire, une deadline sur lesquelles enfin, que vous envisagez? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place? Est-ce que vous faites des tests? Est-ce que ça va se mettre en place Alors, il prochainement? n'y a pas de test. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez réformer des compétitions, il faut que ça soit validé pour le mois de mars, admettons, sur une saison, pour que ça puisse être validé à l'Assemblée fédérale au mois de juin. L'Assemblée fédérale, c'est le 18 juin, pour qu'elle puisse commencer la saison prochaine. Alors ça, c'est dans le monde magnifique, hein. Voilà. Aujourd'hui, il faut faire une réunion avec les clubs parce que il faut que les clubs puissent s'exprimer, qu'on puisse l'écrire, qu'on puisse le faire valider. Vous savez qu'en France, nous avons des ligues, 13 ligues, et nous avons 93 districts. Et tous ces présidents, districts, ligues, présidents de clubs, votent à l'Assemblée générale. Dans tous les, il faut leur présenter quelque chose et que tout le monde soit d'accord et que ça soit voté à l'Assemblée. Donc même si demain je vous dis on passe à tel et tel truc, tel et tel machin, c'est pas moi qui aurai le verdict final toute seule demain. Oui, Voilà. ça fait beaucoup de monde à Ça fait sonder. beaucoup de monde à emmener. Oui, Ouais. tout à fait. Ok, très bien. Euh, Moi, j'avais une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure sur plutôt l'aspect économique. Euh, donc là, plutôt en tant que dirigeante du Paris FC. Euh, donc je me suis un peu penché sur les business models des clubs de football féminin et j'ai remarqué que déjà, vous étiez déjà assez dépendante des droits télé. Ce qui est, alors, ce qui ne paraissait pas être une erreur il y a quelques années, l'est aujourd'hui parce qu'on sait que c'est quand même une grosse incertitude. Euh, on a eu l'exemple de Mediapro avec les hommes, mais avec les femmes, ça peut être un autre problème. C'est par exemple si on ne trouve pas de diffuseur. Est-ce que vous essayez de mettre en place des business models un petit peu plus durables en allant chercher par exemple d'autres partenaires ou je sais pas, ou est-ce que vous allez continuer à essayer justement de dépendre de ces droits télé-là, de foot féminin? Le président Pierre Ferracci essaie toujours justement de trouver des partenaires pour les féminines pour qu'on puisse continuer à avancer, notamment sur, par exemple, le projet de formation qui, lui, est un projet difficile à mettre en place parce que quand on veut, par exemple, continuer à avancer sur le haut niveau, on est obligé de passer par la formation. On n'a pas le choix, c'est indéniable de garder, de ne pas travailler dans le vide. Donc aujourd'hui, trouver des droits télé autres, c'est pas notre devoir, c'est-à-dire que c'est celui de la fédération. La fédération, aujourd'hui, a un contrat chez Canal+, où les droits télé sont tellement minimes, mais à l'époque,
pour être plus de 30 ans dans le football, on était très contente d'être diffusée. Pour nous, c'était super important. Maintenant, Canal se dit une chose, on sait qu'ils n'ont plus les droits de la Ligue 1. Je pense que c'est important que notre football prenne la place. Je parle du football féminin. Donc, tout est rediscutable avec la télé de demain. Mais pour ça, il faut leur donner, on va dire, un septième art, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Alors, on l'a pour des équipes de tête, mais il faut que ça soit, si possible, sur tous les matchs pour qu'on puisse ne pas se retrouver dans une diffusion qui n'est pas, voilà, qui est pas comme on le pense, et surtout avec des droits télé qui sont minimisés. Donc oui, il va falloir que l'on cherche à surenchérir un petit peu, mais pour ça, il faut, comme je vous l'ai dit dès le départ, il faut donner une belle dame, quoi, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ok, super. Merci beaucoup, Marie-Christine. Je ne sais pas si vous avez éventuellement quelque chose d'autre à rajouter. En tout cas, ce qui est très bien, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, comme vous, commencent à continuer à s'y intéresser. Et je suis très heureuse de voir toutes les familles diversifiées qui viennent voir des matchs de foot, voilà, en famille. Et je pense que ce football féminin, s'il arrive à continuer professionnel, mais à rester familial de ce côté-là, ça serait une belle image, un peu comme le rugby. Voilà. Super, merci beaucoup Marie-Christine. On espère que ce premier épisode de Cramponné vous aura plu. On pense que c'est important de donner la parole à ces femmes qui font le football aujourd'hui. De notre côté, on reviendra cette semaine avec un nouvel épisode de Top Thème. Et puis la semaine prochaine, vous en avez l'habitude, une fois toutes les 2 semaines, un nouvel épisode de Poteau Carré. En attendant, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, à liker, à nous repartager, à nous donner de l'argent éventuellement même sur Tipeee, ce serait top. Merci beaucoup et on se rejoint très bientôt sur 11e art. Allez, ciao.